Hello Iris. Ho ho ho, Salomé. Ho fucking ho. On est le 24 décembre et on vous souhaite déjà un bon réveillon. On est face à un challenge assez exceptionnel aujourd'hui. Comment est-ce qu'on parle de choses qu'on aime autant ? Comment en parler justement ? Comment donner les bonnes informations ? Est-ce qu'il faut en donner beaucoup trop ou est-ce qu'il faut en donner pas assez ? Est-ce qu'il faut se surpréparer ou parler avec son cœur ? En tout cas, aujourd'hui, pour notre dernier épisode de Noël, on va parler d'un film qui nous tient vraiment à cœur. Il a été réalisé en 2003 par Richard Curtis et c'est Love Actually. C'est un film qui regroupe plein d'histoires d'amour différentes, toutes liées. C'est un film choral, c'est comme ça qu'on peut le dire. Il commence et il finit à l'aéroport. D'ailleurs, Iris, tu m'as dit tout à l'heure que c'était des caméras cachées qui les avaient filmées, c'est ça ? Ouais, c'est des vraies scènes de vie. C'est ça, c'est magnifique. C'est les gens qui se retrouvent, qui se sautent dans les bras. D'ailleurs, moi, depuis que je l'ai vu, à chaque fois que j'arrive à une gare ou à un aéroport, j'arrête pas de regarder les gens qui se retrouvent. Et c'est toujours hyper émouvant. Et il y a cette... C'est le genre de moment où tu te dis que t'as trop envie de faire un film, non ? Ouais, de tu t'inventes malade. un peu une life en mode genre je pourrais trop être réel. Ouais, de malade. Les gens ils sautent dans les bras à l'aéroport et moi je suis là avec ma valise seule et je suis en mode genre... Tellement. Je suis en mode genre... Salomé elle nous fait une petite moue là. Ouais, je suis en mode genre... C'est comme ça. Bref. Et il y a ce petit discours sur l'amour qui est en fait vraiment partout. Et moi j'ai une question à te poser, Iris. Est-ce que l'amour est vraiment partout ? Bah alors, je pense que c'est un peu ma conclusion du film en vrai. Genre, c'est marrant parce que donc c'est un film dans lequel il y a plein d'histoires d'amour sous plein de formes différentes, que ce soit un père et son fils, des couples, des ruptures, des enterrements, des mariages, etc. Et même des relations professionnelles. Et j'ai l'impression que oui, en tout cas dans ce film, et c'est ça qui fait la beauté d'une comédie romantique comme ça, où en fait il en faut très peu pour croire en un couple qui se crée, en un amour qui se délie. Et j'ai l'impression que oui, l'amour est partout, mais surtout là où on ne s'y attend pas. Et c'est une comédie romantique, donc évidemment, plein de gens diront que certaines histoires ne sont pas vraiment crédibles et que c'est un peu cheesy. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un film qui nous dit que ouais, l'amour est partout et là où on l'attend pas. Et comme a dit Reese Witherspoon récemment, elle a dit que la fin des comédies romantiques, c'était la fin du dating moderne. Et je pense que c'est important de revoir ces films aussi pour aussi s'offrir l'opportunité de ne pas surpenser l'amour, suranalyser l'amour et de le prendre quand il arrive, là où il est, et aussi dans les moments tristes. Aussi dans les moments tristes et surtout dans ce moment-là qui est Noël, qui sont les fêtes de fin d'année, il fait froid et c'est le moment où en fait t'arrives à la fin de cette page-là, de cette année-là, et tu fais le point, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis heureux, et en fait avec qui j'ai envie d'être, en fait c'est ça cette question dans le film, c'est avec qui j'ai envie d'être ce soir de Noël, et qui j'aime en fait, et surtout en fait je trouve que ça ramène de la magie encore dans Noël, et que c'est hyper important de ramener la magie de Noël, parce que je sais pas pour toi, mais personnellement moi je passe mon année à attendre l'été, en me disant que c'est le moment de l'année merveilleux et tout, alors qu'en fait il y a ce moment-là aussi à Noël qui est vraiment un moment de voilà, tu te mets en introspection sur toi-même, qu'est-ce que tu veux faire, tu retrouves ceux que tu as envie de retrouver quand tu as la chance de pouvoir faire ce choix-là, et c'est merveilleux quoi. Ouais, grave, je pense que Noël, quand tu deviens adulte, est de plus en plus associé à aussi une pression de devoir accorder à un moment. Donc il y a certaines filles, par exemple, les célibataires, elles vont se prendre la pression de qu'est-ce que t'es devenu, quand tu deviens adulte, quelle carrière t'as fait, tu dois retrouver ta famille. Certains n'ont pas de grande famille, ils subissent ça via les réseaux sociaux, de voir des immenses familles, faire des banquets immenses. Il y a un côté en fait un peu triste à Noël, un peu rushé, il va falloir dépenser de l'argent, etc. Et en fait, je trouve que ce qui est chouette dans ce film, c'est que Noël, il prend plein de formes différentes, et tu peux vraiment le vivre en tout petit groupe ou en famille. Ce qui compte, c'est de prendre un moment pour se dire qu'on s'aime quoi, et je trouve ça trop cool. Et en plus, ce que je trouve merveilleux là dans ce film, c'est que il montre que ce n'est pas en fait parce que tu as une classe sociale élevée ou pas du tout en fait.
que tu vas passer un meilleur Noël en fait. Parce que bien sûr il y en a qui n'ont pas la chance de le fêter, qui n'ont pas du tout les moyens, c'est horrible, mais en fait que tu vas voir qu'en fait c'est dans les familles limite les plus modestes qu'il y a le plus d'amour et que là où ils vont plus se retrouver, et qu'en fait par exemple les personnes qui sont les plus hautes avec de grandes guillemets en fait vont se retrouver seules ce soir-là, que c'est pas forcément en fait comme ça, et ça fait aussi plaisir de voir ces codes en fait revenir, en fait c'est pas forcément les plus chanceux qui ont le plus d'argent, enfin voilà, c'est pas grave. Je vais commencer avec moi un premier extrait, parce que la deuxième scène d'ouverture du film, il y a vraiment un deuxième début, commence sur cette rockstar. Est-ce que tu le sens dans tes doigts? Est-ce que tu le sens dans tes orteils, Salomé? I feel it in my finger. I feel it in my toes. Je sais pas pourquoi toute ma vie j'ai cette chanson en tête. Mais Salomé. elle rentre en tête. En fait, elle a été composée pour le film, mais en fait, je sais pas. Elle est exceptionnelle. C'est une super musique, vraiment. Je vous applaudis à deux mains. Je peux pas parce que j'ai le micro, mais je ne peux absolument pas. C'est absolument génial. Donc bref, cette rockstar installée depuis très longtemps, qui fait un peu son comeback avec en fait ce tube, et qui décide de le faire en mode Noël. Il décide de reprendre tous ces tubes et en fait de le faire en mode Noël. Il le dit lui-même, c'est de la grosse merde. Son agent le dit lui-même, c'est que pour le fric. Et voilà. Et il y a un truc qui est très mignon. Lui, il a pas une histoire amoureuse en fait pendant le film, mais voilà, on pense pas qu'il va être disque d'or. Finalement, il l'est. Il va gagner plein de prix. Et en fait, à la fin, quand il gagne, il est avec son agent qui taille un peu pendant tout le film. Et il est invité à une soirée chez Elton John. Et lui, à la fin du film, il va sonner à son agent. C'est le soir du réveillon du 24. Et il va lui dire: en fait, je me suis barrée de chez Elton John au bout de 15 secondes parce que j'ai réalisé que la personne avec qui je voulais être, c'est toi. Son agent, c'est pas du tout des gens qui se montrent leurs sentiments, qui se disent des choses. C'est vraiment parfois des clichés limite d'hommes, en fait, d'hommes de rockstar, quoi. Et son agent lui dit: mais de quoi tu parles? Il fait: bah voilà, en fait, c'est Noël, j'ai envie d'être avec la personne que j'aime. Et en fait, c'est toi. Peu importe ce qu'on se dit, peu importe que tu puisses pas me supporter, que je puisse pas te supporter, en fait c'est toi que j'aime parce qu'en fait on est un duo. Et là moi cette question j'avais envie de te la poser à toi parce que t'es prod dans la musique, t'es un peu agent d'artiste en fait en quelque sorte parfois. Enfin pas parfois, complètement. Oui, c'est mon métier, pour ceux qui savent pas, voilà. Du coup c'est mon métier, je travaille dans la musique et je manage des artistes. Exactement, donc j'avais cette question à te poser. Est-ce que tu trouves qu'en fait il y a cette forme de couple, je parle pas amoureux, mais est-ce qu'il y a ce couple qui se crée avec un artiste en fait, parce que tu travailles tout le temps avec et c'est toi qui tu t'occupes de leur réussite en fait, l'amour est à l'autre? Bah, je pense que c'est un métier très particulier en effet où la limite entre le pro et le perso est très fine. Et d'ailleurs on le voit dans le film en fait que quand il est en studio il l'encourage et l'autre il a pas envie de le faire, et en fait t'es face à des artistes qui ont leur vision, qui ont leurs envies, et t'es face alors un producteur il a des intérêts vraiment financiers, et un agent il doit défendre les intérêts de l'artiste, mais il a quand même tout aussi intérêt à ce que ça marche et l'orienter au bon endroit. Donc en fait, en effet, ça crée une relation qui est hyper complexe où tu dois savoir parfaitement ce que veut raconter ton artiste, et mais aussi le guider et l'emmener pour qu'il puisse le raconter de la meilleure manière possible. Et ouais, donc ça fait que tu rentres dans l'intimité de ton artiste. Quand t'es en studio, tu dois écrire des chansons. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est d'être le plus sincère, le plus honnête possible, le plus transparent possible. Il y a même maintenant des artistes qui tu vois, qui chantent des histoires de manière très très crue. Donc ouais, c'est un métier particulier qui demande d'être là au quotidien. Et dans le film, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est en fait du coup il a ce moment de reconnaissance à Noël, alors qu'il l'a pas du tout quand il est en radio. Il dit vraiment avec mon obèse de manager et tout. Heureusement les artistes avec qui je travaille ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est un métier très frustrant d'être agent, parce que je le sais via mes amis, via mon expérience, et c'est un métier où en fait t'es toujours dans l'ombre alors que en fait t'es présent H24 avec l'artiste, mais t'es jamais dans la lumière. Et en fait, ces moments de reconnaissance-là, ils sont hyper importants. Et tant mieux qu'ils soient pas faits devant les caméras, parce que je pense qu'un agent, c'est pas ce qu'il demande, sinon il serait devenu artiste, tu vois. Et mais dans l'intimité, c'est un métier qui est hyper gratifiant. Et en tout cas, moi, je le vis avec les artistes avec qui je bosse. Et enfin, voilà. Donc, ouais. C'est ça, c'est qu'en plus, c'est une forme d'amour, en fait, vrai et très
Désintéressé, oui, intéressé, parce que bon, on va pas passer par quatre chemins, c'est ton gagne-pain, mais très désintéressé parce que tu vas, comme tu dis, t'occuper de comment est-ce qu'il va réussir et comment est-ce qu'il va mieux dire ce qu'il veut dire. Et c'est de l'amour, c'est une sorte d'amour. Il faut aimer l'artiste avec qui tu bosses parce que en fait, sinon, tu peux juste pas le comprendre et pas le manager. Il faut comprendre son art. Donc j'ai beaucoup aimé moi ce schéma-là. En plus, c'est marrant parce qu'on parle de Love Actually et je commence par, je pense, le seul schéma qui n'est pas amoureux vraiment. Mais en fait, tu vois, c'est que ça représente l'amitié et surtout la loyauté. Ouais, grave. Et je voulais dire un truc, c'est un peu la différence aussi avec en fait les artistes musicaux, c'est la différence avec le cinéma, c'est qu'ils se vendent eux sur les devants de la scène, tu vois, donc c'est vraiment des relations en effet hyper complexes. Et il y a un truc qui est amusant quand même, c'est que du coup ça commence par cette idée de faire un tube et genre faire un tube de Noël. Et en fait dans la musique, il faut savoir que c'est hyper dur de développer et on joue énormément avec les calendriers de sortie. Donc si tu sors une chanson un peu triste, un peu badante, ça peut être bien de la sortir par exemple, je sais pas, autour de Halloween. Alors c'est pas une règle d'or, hein, mais en effet il y a ce truc. Et le tube de Noël, c'est genre, enfin on sait que genre Mariah Carey, je sais pas, genre récemment elle a déclaré qu'elle faisait genre je sais pas 800 millions d'euros par des mois de décembre, un truc comme ça, enfin tu vois, genre c'est insane. Et j'aime trop que du coup ils aient mis cette histoire de musique parce que la magie de Noël ou la magie des fêtes, pour les personnes qui juste simplement fêtent pas Noël, c'est accompagné de musique. Et parfois c'est juste hyper lourd en fait, parce qu'on n'en peut plus d'entendre à partir de la fin du mois d'août. It's time. Mais d'un autre côté, j'aime trop que ce soit un moment qui soit accompagné d'une playlist. Je sais pas pourquoi, un moment de l'année qui est accompagné d'une playlist, genre je trouve ça trop gaulerie. J'adore. C'est quoi ta fave chanson de Noël? J'aime bien Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Et tu sais pourquoi je l'aime bien? Parce que dans Mean Girls, ils font la choré. Et je trouvais ça trop stylé. Quand j'étais petite, je la connaissais par cœur avec ma meilleure pote. On avait 9 ans, c'était complètement inapproprié. On faisait les danses sexy, on était en mode, on est trop stylé là. Comme dans Mean Girls et tout. Et genre, du coup, j'adorais cette chanson. Acheter Teasdale de High School Musical. Elle a fait une reprise et j'étais genre fanatique. Bref. Franchement, j'allais dire la même. Enfin, j'en ai pas d'autres en stock, donc. Il y a aussi Rockin' Around the Christmas Tree. Ouais, mais est-ce que toi, genre, si tu fais ton dîner de Noël avec ta mif, tu vas mettre une playlist de Noël dans le fond? Ah, ma belle-mère, elle le fait à 100%. Mais ouais, mais alors, nous aussi, on le fait, mais je sais pas pourquoi. Parce que moi, ma famille, Noël, c'est pas un big truc, hein, mais... moi, ma belle-mère, elle joue vraiment... moi, ma belle-mère, elle joue le truc à fond. T'as la table de Noël, t'as les crackers, t'as les trucs... Elle a mis des paillettes sur toute la table. Elle met la musique de Noël derrière. Et moi, j'adore prendre les choses au sérieux. Ouais, je trouve ça chouette. Donc, je trouve ça très sympa. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont un peu... qui s'en foutent, qui sont un peu tristes, je trouve qu'il faut aussi le voir comme un moment... où on joue le jeu et c'est marrant et en fait on fait un effort pour l'autre aussi. Faut arrêter de le voir que pour soi et c'est bien de le voir pour l'autre. Ouais. On parle. Putain, qu'est-ce qu'on raconte notre France. Vraiment, on pénave énormément. Il y a une autre histoire qui est exceptionnelle. C'est l'histoire entre Hugh Grant et qui est donc Premier ministre à Londres, qui vient d'être nommé, et Nathalie, qui est en fait la femme qui travaille pour lui, qui lui apporte le thé et les biscuits. Et Nathalie, en fait, juste me fait penser un peu à Bridget Jones, pas toi? Ouais, exactement, grave. Elle est très cute. On a fait un épisode la semaine dernière pour Bridget Jones. Si vous voulez écouter, vous comprenez pourquoi on dit ça. Mais c'est une gaffeuse, quoi. C'est une meuf qui dit fuck devant le Premier ministre alors qu'il faut pas. Et en fait, par son naturel et tout, lui, il crush sur elle immédiatement. Mais c'est un amour interdit, c'est un amour impossible. On en reparlera, il y en a d'autres dans la vie actuelle, des amours interdits et impossibles, parce qu'il est Premier ministre et il veut pas être juste ce ministre qui se tape son assistante, quoi. Enfin, et donc voilà, sauf qu'en fait c'est plus fort que lui. À un moment, il y a le président américain qui arrive. En fait, il la drague de ouf. Et plus qu'il la drague, moi j'ai l'impression qu'il l'agresse. Ouais, il l'agresse de malade. Non, mais vraiment les Américains. Et il y a ce truc, il y a cette scène qui est incroyable où en fait, du coup, c'est genre une conférence
vraiment États-Unis contre Angleterre, le président qui rencontre pour la première fois le Premier ministre, ils font le point sur leur relation et lui, il va en fait, parce qu'il l'a agressé, dire que les Anglais ne sont pas moins forts que les États-Unis. Il va mettre littéralement presque en danger son pays. C'est une sublime pour défendre Nathalie. C'est une sublime scène, moi, qui me fait pleurer à chaque fois. Non, parce que je la trouve trop belle quand il dit on est le pays des Beatles, on est le pays de David Beckham, de son right foot, de son left foot aussi. Ouais, grave. Ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est trop beau. Et en fait, il la regarde. Donc, c'est une conférence de presse et elle est derrière et on voit qu'il s'adresse directement à elle et qu'il fait ça pour défendre son pays, mais en fait, pour la défendre elle. Est-ce que c'est pas genre la plus grande preuve d'amour qu'on puisse te faire de mettre ton pays en danger face aux États-Unis ah là là. par amour? Non, mais c'est sublime. Ah non, mais c'est sublime. En plus, il lui jette ce petit regard parce qu'il dit une chose est claire. En plus, c'est trop marrant parce que le président américain, juste avant, il dit en mode genre ça s'est super bien passé, merci, comme d'hab et tout. Et là, lui, il dit en mode genre non, et il faut. Et là, en regardant Nathalie dans les yeux, il dit il faut que les Américains arrêtent de se servir chez nous en pensant qu'ils peuvent prendre des trucs qui sont à nous. Ah ouais, en regardant Nathalie. Et moi, je suis en mode genre waouh. Mais oui. C'est quoi la plus belle ou la plus big preuve d'amour qu'on t'ait fait? Moi, c'est une surprise. C'est pas une preuve d'amour, c'est une surprise. Je vous dis là, pour celles qui nous écoutent, Salomé est trop mignonne. Là, elle a un grand sourire, les yeux qui brillent. Mais parce que je suis très amoureuse, pour celles qui écoutent le podcast depuis peu, j'en parle tout le temps pourtant, donc je pense que vraiment, voilà, je suis super amoureuse. Et là, mon mec a fait un truc exceptionnel pour nos 5 ans. Il m'a réveillée un matin à 5h du matin et il m'a amenée à Rome. Oui, c'est vrai. Et voilà, il avait préparé mon sac et tout, et il avait fait... il avait sélectionné les restaurants dans Rome de mon plat préféré. Par exemple, il m'a dit alors là, voilà, c'est la meilleure Amatriciana de Rome, ça c'est le meilleur tart. Enfin, et moi du coup, j'ai fait que pleurer pendant tout le voyage. J'étais en mode dans l'avion, partout. Au restaurant, on arrivait le soir, il m'avait pris une belle robe dans mon sac et tout. J'arrive le soir dans un truc sublime et genre je me remets à faire genre et tout, et genre il était en mode genre je t'en supplie, arrête de pleurer, tout le monde pense que je te quitte là et tout. Et moi, je peux pas m'arrêter de pleurer. C'est voilà. trop mignon. Écoute, je vais rebondir moi sur un autre extrait en parlant d'amour interdit. C'est un témoin de mariage qui est amoureux de la mariée. C'est son meilleur ami qui se marie. Et en gros, il est amoureux de la femme de son meilleur ami. Elle est jouée par Keira Knightley. Qu'est-ce qu'elle est sublime dans ce rôle. Elle est énervante de beauté. Ah là là. Et en gros, avec ses petits rires niais et tout. Elle est en mode comme ça, I look quite pretty. Ouais. Mais oui, of course you look pretty. You're fucking Keira Knightley. Genre meuf, elle est genre sublime. Et en gros, elle va le voir à un moment pour essayer de récupérer des rushs de son mariage parce que bon, le photographe a tout perdu. Et elle lui dit lui il l'évite, au départ il veut pas lui montrer, et elle dit je sais que tu m'aimes pas depuis le début. Il fait mais pas du tout. Elle prend la cassette, elle regarde le film et elle se rend compte que c'est que elle. Un petit peu creepy d'ailleurs, by the way. Le mec a quand même le culot de la film de que elle et de faire un montage, parce que c'est une prod. Il fait le montage du film, il dérush et il fait le montage de que elle, genre juste pour le regarder. Il y a quand même une petite partie creepy. Bref, du coup elle se rend compte que il est amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, le soir du réveillon de Noël, elle est avec son mec en train de regarder un film. On sonne à sa porte, c'est lui. Et il a des pancartes et lui dit que c'est la chorale, et il met une musique. Et là, il y a des pancartes qui dit en gros, voilà, je suis amoureux de toi. Pour moi, tu es absolument parfaite. Beaucoup de gens considèrent, enfin pas beaucoup de gens, une majorité des gens considèrent que c'est un des gestes d'amour les plus fous qu'on ait fait, et que c'est une scène culte dans le cinéma romantique. Cependant, d'ailleurs, il va partir et elle va lui faire un bisou, un peu pour le remercier, en gros. Et lui, d'ailleurs, il dit genre, I'm done, genre c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je peux me barrer. Mais est-ce que tu trouves pas ça quand même un petit peu déplacé? Parce que je suis désolée, Iris, si t'étais folle amoureuse de mon mec et que t'allais sonner à la porte. Déjà, imagine, c'est moi qui vais ouvrir, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, tu vas sonner à la porte et tu lui montres avec ses pancartes. J'aurais trop le seum que tu dises à mon mec que t'es amoureuse de lui, que tu ne le dises pas d'abord à moi. J'aurais trop le seum. Bon, après, mon mec, c'est ton meilleur ami, donc c'est aussi différent. Ouais. Et tu vois, j'aurais trop le seum que tu passes par ce truc où tu vas et t'as quand même le culot, parce que imagine quoi? Imagine, ça le touche tellement qu'il se barre avec toi. Bah ouais, en vrai, non, c'est horrible. Et d'un autre côté, j'espère vraiment que cette situation n'arrivera à aucune de nous deux.
jamais. Ouais. Et à personne qui nous écoute, si vous nous écoutez, je trouve ça terrible. Et d'un autre côté, c'est un peu la conclusion de ce film, c'est que malheureusement, l'amour existe dans des endroits où on n'a pas envie qu'il soit. Et c'est d'ailleurs le cas, il y a une autre histoire avec un couple marié et le mari qui est attiré par une de ses collègues. Vous regardez le film, on va pas en parler pendant le podcast. Et c'est dur, mais d'un autre côté, c'est, je sais pas, il est fou d'elle, tu vois. Mais alors, moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse. Ah oui, il est fou d'elle, l'ami, le témoin, tu veux ouais, dire. Le témoin, ouais. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est. Donc, il fait ce film, et en fait, elle arrive chez lui. Et en fait, lui, il comptait pas lui montrer ce film. Et elle le prend, et t'as trop envie qu'il le stoppe. T'es en mode genre, bro, enfin. Mais même elle, la réaction devant, elle est. En fait, tu sens que elle, tu penses trop qu'elle est à fond dans son mariage, mais je pense que. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc qui est pas clair pour moi dans cette histoire, où en mode j'ai du mal à comprendre si elle en a envie ou pas, parce que elle, je la trouve un peu. Après le film, elle aurait dû lui dire non. En fait, elle lui a ouvert la porte à ce moment de pancarte. Tu trouves pas? Elle lui a laissé le doute un peu. Bah surtout, moi, je trouve que c'est bizarre de remercier quelqu'un pour son geste en l'embrassant. Mais moi, je pense qu'elle le kiffe. Moi, je pense pas. Je pense qu'elle est super amoureuse de son mari, mais je pense que genre. Le bisou, le geste physique ne doit pas être une récompense. En fait, il faut que ce soit une envie. Et du coup, dans ce cas, si elle est, quoi qu'il arrive, si elle était là pour se défendre et qu'elle disait bah non, j'en avais envie, bah alors là, t'as raison, elle le kiffe. Mais en fait, là, on dirait qu'elle le fait un peu ça pour le remercier, pour lui dire je suis flattée par ce que tu viens de faire. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu remercies, quoi. Je veux dire, c'est évidemment que tu ouvres une porte en faisant ça. Mais attends, je veux dire un dernier truc, c'est qu'en plus j'ai l'impression que lui, son attirance pour elle est que liée à sa beauté quasiment. Enfin, c'est comme ça qu'il nous le montre dans le film, parce que la filme, on voit sa beauté et elle dit mais en fait tu me parles jamais, tu m'adresses jamais la parole. Et donc en fait t'as l'impression qu'en soi ils ont genre pas vraiment de connexion. Et tu sais genre. Et quand il lui dit t'es la femme la plus belle du monde, genre tu sais c'est un peu genre. Mais en vrai, moi je pense que get your shit together, c'est find ça. a woman. Je pense que pour lui c'est c'est pas de l'amour, c'est un mirage. Mais tu sais ce qu'il dit, et on va après continuer sur cette question. Dans les pancartes, il lui dit il paraît qu'il faut être honnête le soir de Noël. Donc je vais te poser la question après, mais d'abord je vais juste te dire. C'est que on en a parlé dans l'épisode 10 avec Rosalie. Est-ce que l'amitié prime dans le couple ? On est arrivé à la conclusion que non. Et bah moi, je pense que en fait l'honnêteté dans ce genre de moment, en effet, il faut un peu la ravaler. Et en fait, cette situation, elle est arrivée 1000 fois. Des amis qui se mettent en couple avec enfin bref, c'est des situations qui arrivent souvent. Mais je pense que dans ces moments-là, si ça crée un amour merveilleux derrière, tant mieux. Mais d'ailleurs, je préfère que ma meilleure amie parte avec mon mec parce qu'elle est amoureuse plutôt que juste ils couchent ensemble. Non, mais évidemment. Et ouais, complètement. Mais il y a un truc quand même de pourquoi on se met à tomber amoureux de ces personnes. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc. En fait, dans tous les cas, il y aura quelqu'un de blessé et quelqu'un d'heureux. Et enfin, sur d'ailleurs plusieurs personnes blessées. Mais ça revient à ma théorie d'ailleurs. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast que l'amour se crée à 3. Ouais. Voilà. Est-ce que Noël, c'est ça, il faut être honnête. Pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu penses que à ton dîner de famille, là, il faut dire toute la vérité ? Est-ce que t'as pas l'impression que Noël, c'est un peu un moment où quand tu commences à être un peu tipsy, attention, genre la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé et interdite aux plus de 18 ans, tu dois pas... c'est pas un moment où tout d'un coup tu balances un peu tes 4 vérités à ta famille, genre. Bah alors écoute, moi pas du tout. Moi, c'est pour ça qu'aussi dans le dernier épisode je disais que vraiment moi je m'identifie beaucoup à Bridget Jones parce que je mens énormément le soir de Noël. Ça c'est pas Bridget, mais moi je suis hyper hypocrite le soir de Noël parce que je suis politiquement correcte, je suis en famille, moi j'ai une famille très recomposée, quoi qu'il arrive il faut se tenir et il faut faire la bonne figure, il faut que tout le monde passe un bon moment. Moi je trouve que c'est pas sympa de foutre la merde à un repas de Noël et un repas de famille, enfin surtout un repas de Noël parce que c'est sacré avec de grandes guillemets, même si rien n'est sacré, on s'en fout si t'as envie de dire un truc, voilà. Mais par contre, quand je suis bourrée, et souvent à Noël, je me réveille le lendemain matin en ayant honte, non pas parce que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, mais parce que juste je me suis mis à faire un truc bizarre, genre à parler d'un coup d'un truc de manière complètement vulgaire, être en ouais mais j'ai mal, comme ça et tout, alors que tout le monde est assez classe et moi être en genre mais ta gueule toi, et genre je veux vraiment me réveiller le lendemain matin genre mon Dieu meuf,
tu es Gérard Depardieu là, Salomé. C'est trop drôle. Ah, vraiment, genre c'est en mode pas possible. Donc non, moi j'ai pas ce truc là en fait. Ok. Je mens, puis je bois et je deviens bizarre, c'est tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, je crois que c'est une de mes histoires tellement elle est tellement pas crédible mais tellement relatable, genre c'est tellement drôle. Colin Firth, qui découvre que sa femme le trompe avec son frère. C'est horrible. Ça c'est vraiment mais horrible. Ouais, franchement, tout à l'heure on a parlé des meilleurs amis, mais là je pense que ça dépasse. Enfin, après tes meilleurs amis c'est un peu tes sœurs, donc ça mais bref. Donc découvre que sa femme le trompe avec son frère. Il décide de partir à la campagne écrire en France. À Marseille. Et à ce moment-là, la personne qui s'occupe de sa maison lui dit qu'il a une personne qui va faire le ménage chez lui, du coup, qui est une femme, Aurélia, qui est toute mignonne, un peu timide, un peu renfermée, ne parle que portugais. Il ne parle ni anglais ni français, car lui parle un petit peu français. Et donc, en fait, va naître une relation où ils sont un peu en train de se cogner dans la maison et de s'excuser d'être là, d'être présent, etc. Mais ils s'observent un peu du coin de l'œil. Et tous les soirs, il doit la raccompagner chez elle. Donc, il y a une petite ride qui est un peu gênante parce que lui, il vit un moment difficile, il a envie de discuter. Et elle a l'air d'être un peu à l'écoute. Et de fil en aiguille, on se rend compte que, en gros, ils ont un peu inventé leur propre langage. Donc, ils se parlent dans la langue de l'un et dans la langue de l'autre. Il y en a un qui parle anglais, elle répond en portugais. Ils se comprennent pas, mais ils se disent des trucs de ouf. Ils se disent les mêmes choses, clairement, en fait. Ouais, c'est ça. Ils se répondent en mode je veux te pécho le malade, moi aussi, mais genre en mode dans 2 langues différentes. Ouais. Et bref, on s'en fout, l'histoire elle est trop mignonne. Ça finit magnifiquement bien en mariage. En demande en mariage. Lui va apprendre le portugais sans difficulté et voilà, elle va apprendre l'anglais évidemment. Mais juste ça me fait trop rire parce que je trouve ça mythique de faire des dates ou de dater des étrangers. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais est-ce que tu as déjà eu cette situation où en fait, je pense que la moitié du date, tu te comprends pas, mais c'est tellement magique, t'es un peu en train de rêver le moment et genre de rêver justement le côté aussi étranger de l'autre, que tu repars en mode c'était génial, alors qu'en fait t'as pas communiqué, genre. En fait c'est là ma théorie moi par rapport à cette histoire, c'est que je pense que c'est parce que ils ne parlent pas la même langue qui tombe amoureux un petit peu. Je me demande si il serait tombé amoureux si les choses s'étaient sues et dites directement. À chaque fois en mode genre mon moment préféré c'est quand je te raccompagne le soir, mon livre c'est de la merde, ah d'accord, tu fais quoi, enfin c'est que les ça leur évite le small talk peut-être. Mais non mais là il talk même pas. Non mais il talk même pas, mais je trouve qu'en fait ça joue ça joue en fait dans cette puissance d'amour et d'ailleurs dans le fantasme que tu peux avoir de l'autre en fait, c'est que tu peux l'imaginer de toutes les manières. En fait, t'as senti quelque chose d'animal, d'amoureux, certes, mais en fait, tu le sais pas vraiment. Et c'est ça qui est trop sympa avec ces situations de date quelqu'un qui parle pas la même langue, c'est que t'as une grande part aussi d'imaginaire et d'animal. Je pense que t'as beaucoup d'animal. Du coup, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis vraiment attirée ? Qu'est-ce que ça me fait de le regarder ? Qu'est-ce que ça me fait de le toucher ? Qu'est-ce que ça me fait de l'entendre ? Mais t'as aussi, qu'est-ce que j'imagine qu'il dit vraiment ? Et vraiment, et aussi tu retrouves tu repasses à un truc un peu préhistorique en mode genre 10 eat like that, genre des trucs comme ça, tu vois. Mais moi je pense que c'est un peu malheureusement pas viable, c'est un peu épuisable. Ça marche au début, les premiers dates, etc., mais après au bout d'un moment en fait c'est trop limitant. Pour avoir vécu quelques petites micros histoire d'amour avec des étrangers, dont une avec un japonais où genre meuf, ça c'était mythique, mais en vrai c'était la même chose. C'était quand j'habitais au Japon, un mec que j'ai rencontré en boîte et tout, il m'emmenait dîner, etc. Et c'était même pas les discussions, tu sais, normalement quand t'es avec un étranger t'as des discussions hyper basiques en mode tu fais ça dans ton pays, tu fais ça dans ton pays, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça et tout. Mais là c'était genre, en gros je disais comment ça va, il me disait genre yes. Et après genre il avait genre plein de paquets d'American Spirit et genre il faisait que les fumer, attention fumer est dangereux pour la santé, il faisait que les fumer et me regardait et j'étais en mode en fait je vivais un rêve parce que le mec il m'emmenait dans des restos de ouf interdits aux étrangers, etc., à Tokyo, mais clairement genre au bout de 3 semaines c'était épuisable. Et de la même manière genre j'ai daté une meuf cette année avec qui on parlait anglais. Et en fait, je sentais, c'était pas le problème, c'était pas les différences culturelles, mais c'était que parfois, genre, on avait toutes les deux un anglais sur certains aspects limité, et en fait, juste parfois, on se comprenait pas, et c'est tellement frustrant. Ça rend dingue.
Et je pense que ça a pu genre participer au fait qu'on n'ait pas fini par tomber amoureuse, tu vois. Bah, après, je pense que moi, j'ai plein de potes qui ont appris à parler une langue parce qu'ils sortaient avec l'autre. Par exemple, ma meilleure pote a appris à parler italien. Là, elle parle presque couramment italien parce qu'elle sort avec un Italien depuis 1 an et demi. 2 ans, je crois. C'est trop mignon. Elle parle vraiment italien, tu vois. Une amie avec qui j'ai bu un verre aussi, son mec a appris à parler le français, un anglais. Et c'est ça, moi j'en connais plein des trucs comme ça. Donc c'est trop mignon et ça nous montre que love is actually all around. All around. Mais que l'amour est langage quand même, je le garde, je contiens. C'est bien vrai. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je pensais justement à un truc là. C'est notre dernier épisode de Noël et on a sélectionné que des films anglais. Est-ce que Noël appartient aux Anglais? Les comédies romantiques appartiennent aux Anglais. Pour moi, les Anglais, c'est ceux qui ont... On a parlé de Jane Austen, je pense qu'on a fait peut-être les épisodes de The Holiday, ou non, d'ailleurs, de Bridget Jones. Ouais, les comédies romantiques, elles appartiennent aux Anglais, ils sont tellement forts. C'est les plus forts. Mais non, mais le English cottage dans The Holiday, genre, il n'y a rien de plus romantique qu'un cottage anglais. Et je pense qu'il y a aussi, d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs une vision assez américaine, parce que nous, on se considère très romantique, etc., les Français. Mais je sais que les Américains, ils ont une obsesse sur la romance anglaise, qu'il y a vraiment un truc. Et d'ailleurs, voilà, super, c'est la boucle est bouclée. Tu sais, il y a un jeune dans Love Actually qui va aller aux États-Unis et qui va dire ils vont trouver mon accent trop sexy et tout. Et je sais qu'il y a vraiment un kink de ouf aux États-Unis sur le British accent. Évidemment. And of course there is one. Mais est-ce qu'on n'a pas des kinks sur tous les... Moi, il y a des accents où genre il y a des gros kinks. Vas-y, balance. Vu qu'on est dans les langues et tout là. Ah, moi un mec qui me parle français avec un accent anglais. Ah. So cute. Adorable. Un mec qui me parle français avec un accent américain, why not? Ouais. J'aime bien les accents du Sud. J'adore les accents du Sud, j'adore l'accent corse. Je trouve ça magnifique. L'accent italien, un peu cliché, mais ouais. Pourquoi t'es morte de rire? Je sais pas. Elle est morte de rire, elle se fout trop de Parce que ma je t'ai gueule. vraiment imaginé avec Patrick Fiori, genre. J'en peux plus. Attends, on va boucler cet épisode avec une petite question. Ah oui. Comment on s'habille à Noël? Comment on s'habille pour Noël? Moi je crois que j'ai ma tenue. Moi aussi je crois. Alors, pour celles qui nous écoutent, on porte des robes pulls de la marque Barluet, qui est une marque française, qui c'est un peu d'inspiration rétro. On est en matching outfit. Moi j'en ai une violette. Salomé en a une verte. Elles sont Elles sont trop mais bien. Elles sont juste parfaites. Enfin, littéralement, il y a un petit rond sur le côté qui marque la hanche. Ouais. Elles sont loose au niveau des épaules, ce qui fait genre des grosses manches. En plus, t'as pas froid dedans. Ouais, c'est genre une sorte de pull. Et it's giving un peu genre Pierre Cardin, la mode de l'espace. J'adore. Et comme ça, si vous prenez 2 couleurs différentes, vous pouvez twin avec votre BFF. Je vous le conseille parce que c'est très marrant. À Noël, on dit la vérité. À Noël, on est avec ceux qu'on aime. Mais quoi de mieux à Noël que de twinner avec sa BFF? Non, mais vraiment. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et sinon, joyeuses fêtes. Appelez vos amis qui ne le fêtent pas. Appelez votre famille. Et abonnez-vous à Populaire Podcast. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez nous faire. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine pour le New Year's Eve. Yes.